Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge qui découvre et qui accompagne les entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de l'aviation et nous sommes fiers d'être avec vous, Olivier Andriès. Vous êtes le directeur général de Safran et nous sommes avec Kevin Monvoisin, cofondateur et directeur des opérations de Latitude. Alors, on s'est arrêté juste avant la pub. Olivier Andriès, vous aviez une question pour Kevin Monvoisin de Latitude. Comment il va se distinguer finalement par rapport à toutes ces entreprises qui émergent, c'est ça ? Absolument. Il y a beaucoup de projets de micro ou de millianceurs. Et donc, monsieur Monvoisin, comment est-ce que vous comptez vous différencier ? Et on se différencie selon trois axes. Le premier, déjà, c'est sur la taille du lanceur. Beaucoup des initiatives de petits lanceurs sont plutôt sur des capacités qui vont aller de 600 kg à 1 tonne. C'est vrai. Et donc, eux vont plutôt aller viser des satellites qui vont faire 150, 200 kg. Quand nous, on va plutôt viser les satellites qui vont faire moins de 50 kg. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même marché. C'est un des premiers points. Le deuxième, c'est sur la stratégie de développement qu'on met en place. On cherche pas dans notre développement à avoir à atteindre les meilleures performances techniques, mais à atteindre un équilibre entre le coût et la capacité. Donc on a pu faire certains choix qui n'étaient pas forcément de prendre les pièces les plus techniquement les meilleures ou qui allaient être les moins lourdes, mais de mettre aussi le prix dans la balance pour pouvoir avoir un lanceur qui soit le moins cher possible. Le premier vol est prévu fin 2024 ? C'est ça. Premier vol prévu fin 2024. Dans ce monde en mouvement, s'impose un enjeu essentiel, Olivier Andriès, vous êtes le directeur général de Safran, c'est la décarbonation, et notamment la décarbonation des avions. Le ministre des Transports, M. Clément Beaune, a réuni il y a quelques semaines les représentants de la filière de l'industrie aéronautique avec cette question centrale, le principal enjeu de la transformation du transport aérien dans les années à venir, c'est cette fameuse décarbonation. Comment vous, du côté de chez Safran, vous envisagez ce passage ? Alors, la décarbonation, c'est notre priorité stratégique numéro 1. C'est d'ailleurs la priorité stratégique numéro 1 de la majeure partie des acteurs de l'aéronautique. Nous nous sommes engagés collectivement, au mois d'octobre 2021, à décarboner, à atteindre la neutralité carbone de l'aérien en 2050. Et c'est possible. C'est possible. Vous pensez que c'est possible ? Parce que là, possible. quand on regarde les avions qui décollent chaque matin des grands aéroports, Absolument. on ne peut pas dire qu'ils soient verts. Non. Alors, c'est possible. Et comment est-ce qu'on va y arriver ? Il y a essentiellement, je dirais, 3 phases. La première phase, c'est entre maintenant et les années 2030, 2035. C'est le renouvellement des flottes avec les avions de dernière génération qui ont été lancés dans les années 2010 et mis en service en 2015. En service. C'est l'A320 Neo d'Airbus. Oui, ou 737 ou le 737 MAX de Boeing, qui apporte un gain de 15%. C'est essentiellement le motoriste qui l'apporte, ce gain. Donc, c'est les nouvelles générations de moteurs, et notamment pour ce qui est de Safran, le moteur LEAP qu'on a mis en service en 2015 et qui apporte ce gain de 15%. Donc ça fait partie, le renouvellement de la flotte fait partie de cette stratégie de décarbonation. Dans la trajectoire qui nous amène à la neutralité carbone en 2050, c'est la première étape qui permet, si vous voulez, de contenir l'augmentation des émissions de gaz carbonique du fait de la croissance du trafic. Donc ça permet fondamentalement de stabiliser en quelque sorte les émissions absolues de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à ce qu'on avait avant la crise. Donc ça, c'est pour Ça, c'est la première étape. Ouais. C'est maintenant. Ça se fait maintenant. Ça se fait déjà maintenant avec le 737 et donc, ou le 320. tous les nouveaux avions qui sont livrés par Airbus et par Boeing sont des avions qui sont plus efficaces que la génération précédente. Ensuite, il y a 2 piliers fondamentaux pour y arriver à cette neutralité carbone. Le premier pilier, c'est la technologie. C'est la technologie, et donc nous pensons qu'il est réaliste d'ambitionner, de mettre sur le marché un avion de nouvelle génération, avec un moteur de nouvelle génération qui puisse apporter 30%. En plus.
Enfin, de d'économies moins, de mais carburant qui viennent en qui plus des s'ajoutent- 15% qui dont je s'ajoutent aux parlais 15. tout à l'heure, à l'horizon 2035. Donc ça permettra 30% d'économie par En rapport plus. à aujourd'hui. Voilà. Et nous, en tant que motoristes et que leader mondial des moteurs des avions moyens courriers, c'est-à-dire les Airbus A320, les Boeing 737, que nous motorisons, eh bien, nous ambitionnons de mettre sur le marché un nouveau moteur révolutionnaire, disruptif, comme on dit, une architecture disruptive qui permettra de faire un gain de 20% par rapport à ce qu'on vient à peine Et de il est mettre sur déjà le prêt, marché. ce moteur? On Vous travaillez dessus. Mais il faut les on composants, lance le développement il faut que technologique. tout arrive. C'est ça aussi. Hein, il faut... Oui, et il faut un petit peu de temps pour le faire. Et donc, on investit intensément ces années-ci pour le sur faire. Et ce c'est pour fameux ça, moteur, d'ailleurs, le sur ce moteur fameux moteur. Safran. Donc, Alors ça, c'est la première, c'est la première le étape. premier axe. Et il y le en a deuxième un autre. pilier auquel on croit beaucoup, c'est ce qu'on appelle les carburants durables. Ah oui, alors ça, Les c'est carburants durables, dans un horizon court-moyen terme, ce sont ce qu'on appelle les biocarburants. Alors, dans la définition d'un carburant durable, c'est par définition, c'est un carburant qui ne fait pas concurrence à l'agroalimentaire. Je D'accord. précise ça Donc c'est parce les qu'on déchets pourrait... hors agroalimentaire. C'est des déchets, c'est la biomasse, c'est la récupération d'huile usagée, etc. Et donc ça permet déjà de faire des économies. Vous les avez, ces carburants durables? Alors justement, on n'a pas de problème technique de les faire fonctionner avec nos moteurs d'aujourd'hui et nos avions d'aujourd'hui. Donc on a la C'est technique. juste, la technique est là, il n'y a aucune difficulté technique. C'est un problème de mise à l'échelle, Donc comme on on dit, n'a pas de c'est-à-dire de matière première. production. On n'a pas aujourd'hui les capacités de production parce que ça n'a pas été jusqu'à présent une priorité des grands groupes de production de carburants. Donc vous nous dites qu'il nous manque des énergéticiens. carburants. Il nous manque des carburants durables. Aujourd'hui, nos moteurs sont capables de fonctionner jusqu'à 50% avec des carburants durables. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui en pratique, c'est que l'utilisation par les compagnies aériennes du monde entier, c'est moins de 0,1%. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette production qui fait que le carburant durable est cher. Donc et c'est ce cercle vicieux. Donc il n'y a pas suffisamment de production. Il faut créer la filière des carburants durables pour l'aviation. Il faut créer la filière. Il faut qu'on trouve des entrepreneurs. C'est un sujet important. Donc c'est un message qu'on fait passer aux énergéticiens. Donc notamment en France, moi c'est un message que je fais passer à Total, de développer une filière de carburant durable, mais également aux autres énergéticiens. Et ça pourra accélérer et arriver donc à l'objectif de 2050. Et derrière les biocarburants, il y a ce qu'on appelle les carburants synthétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise le processus chimique qui permet de faire du carburant synthétique à partir d'hydrogène et d'hydrogène vert oui, justement, et de carbone que vous allez chercher dans l'atmosphère à partir de technologies de capture carbone. Et donc, en faisant ça, vous recyclez, en fait, vous allez chercher du carbone dans l'atmosphère et avec ce processus de fabrication des carburants synthétiques, vous économisez, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre de 80% parce que, en fait, c'est du carbone que vous allez déjà chercher dans l'atmosphère au départ. Pour autre solution pour décarboner, il y a l'hydrogène, donc c'est-à-dire sous forme de liquide. Mais là aussi, c'est pas encore complètement au point. Enfin, c'est pour les petits vols, mais c'est pas pour les vols, les longs courriers ou les moyens courriers. Oui, alors l'hydrogène, effectivement, c'est une solution séduisante parce que par définition, si vous fonctionnez à l'hydrogène, vous n'émettez pas de gaz carbonique par définition. Ceci étant dit, dans l'aéronautique, l'hydrogène, ça veut dire de l'hydrogène liquide. À moins 253 degrés, donc c'est cryogénique. Mais même à l'état liquide, l'hydrogène prend 4 fois plus de volume que le kérosène. Donc ce n'est pas une solution qui est pertinente pour des avions long courriers, qui représentent 50% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Ce n'est même pas une solution qui permet de fonctionner même pour des avions moyens courriers dans l'intégralité de leur mission. Techniquement, ça peut bien marcher pour un avion régional. Pour des liaisons voilà. Et à côté régionales. de ça se pose un deuxième sujet, c'est la question des infrastructures aéroportuaires, parce que qui dit hydrogène liquide dit évidemment avitaillement des avions en hydrogène liquide. Et ça, c'est beaucoup d'investissements. Tout ça pour Donc vous on va dire se concentrer que sur les moteurs et les carburants. Ces moteurs, c'est ce qu'on appelle l'ultra-frugalité, c'est-à-dire travailler sur la technologie moteur et l'aérodynamique des avions. Et les carburants durables. L'hydrogène viendra
après. Dans un autre temps. Allez, vous restez avec moi, tous les deux, Olivier Andriès et Kevin Monvoisin. Je vous présente Thomas Baudin. Vous êtes le cofondateur de Deep Purples. Bonjour. Bonjour. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que l'entreprise a été créée en décembre 2000. Oui, décembre 2000. Alors, c'était il y a longtemps, mais c'était seulement un dépôt de décembre 2020. Décembre 2020. Donc, elle a été créée en décembre 2020, mais vous avez mis pas mal de temps pour tester, recommencer, pour tout travailler. Et c'est en février 2022 que vous vous êtes lancé dans la commercialisation avec votre technologie. Vous, Thomas, vous avez 56 ans, gros CV. Si, on peut le dire. HEC, MBA à Harvard. Et vous avez donc créé Deep Purples. Vous allez tout nous raconter. Le pitch, c'est à vous. Allez, on vous écoute. Bien, bonjour. Deep Purple, c'est donc une plateforme logicielle qui dessine des moteurs électriques. Et ces moteurs électriques sont plus performants que les meilleures machines actuelles. En fait, on a des codes qui dépassent la créativité des humains. Alors, ils le font à leur manière, c'est un peu besogneux, c'est un peu systématique. Mais enfin, ils inventent quand même des choses qui sont extrêmement novatrices. Ils le font en allant déjà chercher dans les moteurs tous les matériaux qui ne servent à rien. Ils les enlèvent. Et ils vont disposer les matériaux qu'il reste de manière optimale pour maximiser l'efficacité d'un dispositif. Et ça, c'est ça qui est révolutionnaire en fait, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour faire beaucoup plus avec beaucoup moins, beaucoup plus de performance avec moins de matériaux et moins d'électricité. Et en fait, on offre aux fabricants de moteurs électriques, qui sont nos clients, un ROI au cube. Premièrement sur l'investissement, parce qu'on fait des moteurs qui sont beaucoup moins chers, qui consomment beaucoup moins de matériel, et donc ils sont beaucoup plus rentables. ROI sur innovation aussi. Par exemple, quand on parle aujourd'hui... ROI, vous pouvez juste nous dire ce que c'est. Oui, pardon, retour sur investissement. Voilà, c'est important. Le retour sur investissement. Pour nos auditeurs. Sur l'innovation aussi. Par exemple, on parle beaucoup dans le domaine de l'aéronautique, de la puissance massique des moteurs électriques. Ben, nous, on pense aujourd'hui que par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur l'industrie, on peut faire plus de 20%. Et troisième retour, les retours sur l'impact environnemental. On a des moteurs qui sont beaucoup moins consommateurs de matériaux et d'électricité, donc beaucoup plus frugaux que les moteurs actuels. Donc vous, Thomas, si je comprends bien, vous avez créé un algorithme qui dessine les moteurs électriques aussi ? Exactement, qui dessine des moteurs électriques et qui dessine des moteurs électriques sans, on va dire, besoin d'ingénieurs. Alors je me tourne vers Nathalie Carré parce que chaque jour, ça fait tiquer Olivier Andriès, le sans ingénieur. Mais on va en parler. Nathalie Carré, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Si Thomas est là aujourd'hui, c'est parce qu'il démarre la commercialisation, c'est ça Thomas ? Plutôt auprès des grandes entreprises. Nathalie, je crois que vous avez réfléchi à la question et vous avez peut-être quelques idées à partager. Alors oui, parce que effectivement, mais c'est toujours compliqué d'attaquer les grands groupes. Alors si c'est compliqué d'atteindre l'offre, on peut peut-être aller voir du côté de la demande. Alors prenons nos collectivités par exemple, ou les fonds régionaux européens qui donnent de l'argent. Les collectivités les achètent via des marchés publics et les fonds régionaux européens financent sur des appels à projets. Alors ici, dans ces appels d'offres ou ces appels à projets, l'une des exigences était que le moteur de la pompe à chaleur, par exemple, de la piscine municipale, soit 40 ou 50% moins énergivore que les produits standards du marché. Ou que la flotte de voitures électriques de la ville ait des moteurs fabriqués avec X% de moins de matériaux que les standards actuels. Ou que les projets financés devront montrer une performance électrique X% supérieure aux standards actuels. Là, les entreprises qui veulent répondre aux appels d'offres ou obtenir des financements se disent pas possible. Et elles fouillent le web et tombent sur vous. Bon, ok, c'est pas si simple. Il faut aller voir les collectivités, leur expliquer que c'est possible. Ça peut être un peu long, mais le côté positif, c'est que toutes les collectivités cherchent à faire des économies et à devenir plus vertes que vertes. Donc, il y a peut-être une fenêtre pour agir. Au passage, si votre logiciel pouvait trouver une solution un peu magique pour qu'il soit possible de juste changer le moteur sans changer tout l'équipement, ça serait assez génial. Ça vous fait sourire ? Ça me fait un peu sourire, oui. On peut pas tout faire. On peut pas. Non, mais... alors. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la conception, mais vous pourriez aussi devenir fabricant de moteurs. Alors, ça, c'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité, mais il faudrait qu'on trouve vraiment une niche sur laquelle on aurait beaucoup de plus-value sur le marché. Aujourd'hui, moi, je préfère travailler et collaborer avec des motoristes. D'accord, et leur dire voilà, on a des solutions qui aujourd'hui sont des solutions extrêmement intéressantes pour vous et collaborons parce que c'est la manière qui permettra d'aller le plus vite possible à de la décarbonation ou à la généralisation de ce genre de produits. Nathalie, vous en pensez quoi ?
Bah alors moi je suis fromage et dessert, voyez-vous. Donc c'est les vous deux. pourriez donc ok, la co-création, la co-conception bien évidemment pour les bureaux d'études avec effectivement cette difficulté d'être en soutien des ingénieurs R&D, c'est pas toujours si simple. Alors peut-être aussi que vous pourriez être fabricant, mais plutôt pour les jeunes entreprises qui démarrent et peuvent avoir du mal à trouver des sous-traitants parce que c'est des petits volumes, des petites quantités. Et vous, j'ai l'impression que le sur-mesure, le spécifique, vous connaissez que ça vous fait pas peur. Donc il y aurait peut-être l'offre Deeper Moteur. Parce que du coup, ces deux offres, en fait, l'offre de co-création et l'offre de fabrication, s'enrichissent, bien sûr. Il y a de la créativité, il y a de la frugalité, probablement de la sérendipité. Et quoi qu'il arrive, des bénéfices pour les entreprises, pour les clients, pour la planète. Bref, une démarche de recherche entrepreneuriale, comme on les aime à la France Bouge. Merci Nathalie Carré. Olivier Andriès, quel regard portez-vous sur Deep Purple? Je vous voyais sourire pendant son pitch. Non, je souris parce que on les connaît, on vous connaît un peu. D'ailleurs, on a engagé un projet de collaboration avec Deep Purple parce que nous développons nous-mêmes des moteurs électriques pour ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines. Et donc, on a une feuille de route pour développer ces moteurs électriques. Et quand j'entendais M. Baudin parler de la densité massique, il a parfaitement raison, parce que dans l'aéronautique, notre ennemi numéro 1, c'est le poids, c'est la masse. Et donc, si vous voulez gagner en performance et à la fin des fins gagner en décarbonation, il faut arriver à délivrer la même puissance pour une masse qui soit la plus faible possible. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Baudin et je l'encourage à aller au-delà parce que effectivement optimiser ce qu'on appelle la densité de puissance de ces moteurs électriques, c'est une des clés de succès. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la partie matérielle du moteur, mais effectivement, nous sommes intéressés de collaborer avec Deep Purple sur la partie logicielle, les algorithmes dont vous parliez, pour voir si effectivement on peut pas aller plus loin dans les économies. Et donc on a ce projet qui est d'ailleurs financé par le programme France 2030, donc le programme dont vous parliez tout à l'heure quand M. Clément Beaune est venu annoncer à Toulouse, début décembre, à Toulouse. les financements et le soutien de l'État pour la filière aéronautique. Ce sont justement... Ça fait partie, c'est dans cette enveloppe-là. C'est le plan 2030 et c'est dans cette enveloppe-là que nous avons un projet conjoint avec Deep Purple. Nous, on aime bien ça, qu'il y ait des projets. Vous avez l'air tout content, Thomas Baudin, donc ça se confirme. C'était en pourparlers, là, ça y est. Alors, c'est beaucoup plus qu'en pourparlers, parce qu'en fait, on a déjà travaillé, ça fait un moment qu'on travaille. C'est un petit monde, j'ai l'impression, parce qu'on n'étions pas au courant. Donc, voilà. C'est un tout monde et nous on est ravis de collaborer avec Safran parce qu'en plus de ça on collabore avec les équipes de Safran qui sont au cœur de cette problématique du moteur électrique, donc c'est vraiment un honneur et une chance et je pense qu'on a déjà présenté des choses qui sont des choses ambitieuses et intéressantes et j'ai bon espoir que ça puisse déboucher effectivement sur quelque chose de très concret. Des technologies qui vont loin, c'est ça, la France bouge. Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de cette table de la France bouge avec la saga du jour. 13h49, chaque année, 120 élèves sont admis au lycée Airbus. Ce lycée existe depuis 1949 et c'est la saga du jour. À tout de suite.